Juin 2001. Polygone d'Aberdeen dans le Maryland. Par un après-midi lourd et humide sur la côte est américaine. Un officier de l'US Army Training and Doctrine Command descend de la tourelle d'un char italien qu'il vient de conduire pour la 3e fois en 2 jours. À côté de lui, un ingénieur d'Otto Melara attend la question. Elle ne vient pas. L'Américain retire son casque et passe la main sur la peinture verte olive de la caisse. Sous ses doigts, l'inscription en italien et le numéro de série. Cette machine a été produite à La Spezia, sur la côte Ligure, à 6000 km de là. Elle est arrivée à Baltimore par cargo quelques semaines plus tôt, avec 15 autres exemplaires, dans le cadre d'un prêt officiel entre 2 armées alliées. L'armée américaine a demandé à l'Italie de lui confier 16 B1 Centauro pour évaluation. L'Italie a dit oui sans hésiter. Et pourtant, l'ingénieur qui attend sait déjà que rien ne sortira de cet essai. Parce que 8 mois plus tôt, en novembre 2000, le Pentagone a déjà choisi son futur véhicule de combat à roues. Le contrat est parti à General Dynamics et à son partenaire canadien, General Motors Defense, pour un engin dérivé du LAV-3, lui-même descendant du Piranha suisse. L'Italien regarde l'Américain ranger son carnet. Il comprend. Les essais d'Aberdeen ne sont pas une compétition, ils sont une autopsie. Parce que l'armée américaine cherche à comprendre quelque chose de gênant. Quelque chose qu'elle refuse de formuler à haute voix devant la presse, mais qu'elle doit résoudre en interne. Comment une petite nation de 60 millions d'habitants, avec un budget militaire représentant 1/10 du budget américain, a-t-elle réussi en 1989 à mettre en service une machine que le Pentagone n'a même pas encore conçue en 2001 ? Comment les Italiens, ces héritiers d'une armée que personne n'a prise au sérieux depuis 1940, se sont-ils retrouvés avec 10 ans d'avance sur la superpuissance ? Pour saisir l'ampleur du paradoxe, il faut revenir en arrière de 5 ans. En 1996, à Washington, l'US Army annule définitivement son programme AGS, Armored Gun System. Ce programme devait remplacer le vieux M551 Sheridan, char léger largué par parachute au-dessus de Panama en 89 et désormais en bout de course. Le contrat principal avait été attribué à FMC en juin 92 pour 300 engins destinés à la 82e division aéroportée et au 2e régiment de cavalerie blindée. 4 ans plus tard, tout part à la poubelle. Le Pentagone vient de payer des centaines de millions de dollars pour un produit qu'il ne recevra jamais. Les généraux de la 82nd sont furieux. Ils n'ont plus de chars légers. Ils n'en auront pas avant 2006. Or, pendant que Washington fait son deuil, à Rome, quelqu'un sourit discrètement. Parce que l'armée italienne, elle, a déjà réceptionné ses premiers B1 Centauro en 1992. Et en juillet 93, moins d'1 an plus tard, 8 de ces engins ont déjà connu le combat réel à Mogadiscio, dans une bataille que l'histoire militaire italienne qualifie depuis de plus violent engagement de l'armée depuis la chute de Mussolini. La machine a encaissé des tirs de lance-roquettes, elle a roulé sous une pluie de mortiers tirés depuis les toits, et elle est rentrée à sa base sans une seule perte d'équipage à son bord. Les Américains, à l'époque, observent la chose avec une condescendance polie. Les Italiens qui font la guerre, c'est une nouveauté. On les laisse jouer. Puis vient le 3 octobre 93. Mogadiscio, encore. Mais cette fois, ce sont les Rangers et la Delta Force américains qui se font hacher menus dans les rues. Black Hawk Down. 18 morts américains, 73 blessés, 2 hélicoptères abattus, 18 heures de cauchemar urbain. Une humiliation qui va marquer toute une génération au Pentagone. Et soudain, les vidéos italiennes du Checkpoint Pasta 3 mois plus tôt ne font plus rire personne à Washington. Les Italiens, eux, avaient ramené leurs blindés. Ils avaient perdu 3 hommes, oui, dont le sergent Stefano Paolicchi, premier soldat italien tombé au combat depuis 1945. Mais ils avaient ramené leurs blindés. Et surtout, ils avaient ramené tout leur Centauro. Pendant 10 ans, les Américains vont regarder cette machine du coin de l'œil. Ils la croiseront en Bosnie, où les Italiens patrouillent avec I-4 puis S-4 sur des routes de montagne trop étroites pour les Abrams. Ils la verront au Kosovo, où elle roule à 100 km/h sur les crêtes. Ils la repéreront au Liban, sous mandat des Nations Unies. Partout, la même silhouette à 8 roues, le long canon de 105 mm et quelque chose d'inattendu.
Cette chose que les théoriciens américains mettront des années à admettre. Le Centauro fait de la frappe mobile urbaine 10 fois mieux que tout ce que possède l'US Army à roues. Il va vite, il tire loin, il monte sur les trottoirs, il traverse les ponts sans les casser, il change un pneu crevé en 20 minutes avec un outillage basique. Il n'est pas parfait, mais il existe. Et c'est déjà plus que ce que les Américains peuvent dire de leur AGS. En 1999, le Pentagone lance officiellement le programme IAV, Interim Armored Vehicle. L'objectif est simple et humiliant à la fois. Construire une brigade mécanisée qui peut être larguée n'importe où sur la planète en 96 heures. 4 industriels répondent à l'appel d'offres. Le couple General Dynamics et General Motors Defense l'emporte avec le Stryker en novembre de cette année-là. Le contrat inclut une variante spécifique, la M1128 Mobile Gun System, avec un canon de 105 mm et un chargeur automatique. Voilà, formulé dans un document du Pentagone, le cahier des charges d'un engin que les Italiens livrent déjà à leur régiment depuis 8 ans. Et c'est précisément pour cela qu'en juin 2001, 16 Centauro italiens se retrouvent sur le polygone d'Aberdeen. Les Américains ne cherchent pas à acheter, ils cherchent à comparer, à mesurer l'écart entre ce qu'ils vont fabriquer et ce qui existe déjà. L'ingénieur d'Otto Melara, qui attend à côté du tankiste américain, le sait. Il n'espère rien. Il se demande simplement si ces Américains, dans 10 ou 15 ans, reconnaîtront publiquement que leur propre Mobile Gun System est l'aveu d'un retard. Il se demande aussi quelque chose de plus amer. Comment une nation qui a gagné 2 guerres mondiales, dépensé des trillions de dollars en recherche militaire, envoyé 12 hommes sur la Lune, a-t-elle pu rater pendant 15 ans une idée aussi simple qu'un canon de 105 mm monté sur 8 roues? La réponse à cette question se trouve à 4000 km à l'est d'Aberdeen, dans un bureau du ministère de la Défense romain au début des années 80. Une pièce banale. Un colonel italien y prend une décision que personne, à l'époque, ne juge importante. Ni les Allemands, ni les Français, ni les Britanniques, ni les Américains. Cette décision va donner à son pays, longtemps moqué pour ses chars en carton de la Seconde Guerre mondiale, un chasseur de chars qui sera testé à Aberdeen, acheté par l'Espagne, loué à l'Oman, cédé à la Jordanie, évalué par Moscou, et finalement envoyé au front ukrainien en novembre 2025 contre l'armée russe. Tout cela à partir d'une réunion dont aucun journal n'a rapporté la tenue. Qui était cet homme? Comment ce bureau italien a-t-il imaginé, 15 ans avant le Pentagone, ce que deviendrait la guerre après la chute du mur? Rome, automne 1982, via 20 septembre, ministère de la Défense italien. Dans une salle de réunion au mur lambrissé de noyers, 8 hommes en uniforme et 3 civils sont assis autour d'une table ovale. Sur la table, des chiffres. Des chiffres qui font mal. L'armée italienne possède encore 300 M47 Patton américains achetés dans les années 50, 30 ans plus tôt. Leur canon de 90 mm ne perce plus rien de soviétique depuis 1970. Leur transmission lâche en moyenne tous les 800 km. Et remplacer ces 300 M47 par des Léopard 1 coûterait 2000 milliards de lire. 4 budgets annuels de l'armée de terre. Le général de la cavalerie ouvre la séance. Il parle d'une voix calme, presque ennuyée. Il explique qu'il a lu les études de l'OTAN, qu'il a rencontré des officiers américains, qu'il a visité Rheinmetall en Allemagne, et il est arrivé à une conclusion qui va faire s'étrangler 3 officiers présents dans la salle. L'Italie, dit-il, n'a pas besoin d'un nouveau char lourd. Elle a besoin d'un engin à roues. Le colonel du corps blindé lâche son stylo. Il se penche en avant. Un char à roues? Pour un pays qui a des Alpes au nord, des Apennins au centre et des plages au sud? Il rappelle poliment à son collègue de cavalerie que les chenilles existent depuis 1916 pour une raison précise, que les Allemands, les Français, les Américains, les Soviétiques, tous construisent des chars à chenilles. Que personne de sérieux en Europe ne met un canon de gros calibre sur 4 essieux. Quand on veut un canon, on met des chenilles. Quand on veut des roues, on met une mitrailleuse. C'est une règle que tout jeune lieutenant apprend en 2e année d'école militaire. Le général de la cavalerie sourit. Il tire une carte d'Italie qu'il étale sur la table. Et il commence à parler des choses que personne, dans les états-majors de Bonn ou de Washington, ne regarde jamais. La carte des routes italiennes.
13 000 km d'autoroutes, parmi les meilleures d'Europe. 300 000 km de routes goudronnées, dont la moitié tracée à flanc de montagne. Des ponts de village conçus pour supporter 30 tonnes, rarement plus. Un Léopard 1 pèse 42 tonnes. Il ne peut franchir qu'un pont italien sur 3. Un engin de 24 tonnes, sur 8 roues, les franchirait tous. Et il arriverait à destination 2 fois plus vite. Le ministère des Finances, représenté par un fonctionnaire silencieux jusque-là, pose sa tasse de café. Il ne dit qu'un mot. Combien ? Le général répond sans consulter ses notes. Un engin de cette classe coûtera entre un quart et un tiers du prix d'un Léopard 1, pour une puissance de feu équivalente. Le fonctionnaire note le chiffre. Il sourit à son tour. Dans cette pièce, en cet instant, 3 camps se sont formés sans que personne ne l'annonce. La cavalerie veut des roues, les blindés veulent des chenilles, les finances veulent payer moins. 2 contre 1, donc 2 camps s'alliant contre un troisième. Et c'est ainsi, par une addition bureaucratique que personne n'avait vu venir, que le programme Centauro naît. Reste à trouver un industriel capable de faire ce qu'aucun autre n'a fait en Europe. Le ministère se tourne vers 2 noms évidents. Iveco Fiat pour le châssis, parce que Fiat sait faire rouler n'importe quoi sur 10 roues depuis les années 30, et Otto Melara, basé près de la Spezia, pour la tourelle et le canon. Otto Melara a une réputation particulière en Italie. L'entreprise fabrique depuis 30 ans des pièces d'artillerie navale pour la marine italienne, puis pour l'export. Elle sait usiner des tubes d'acier de haute précision, elle sait gérer le recul. Elle a surtout une spécialité qui va devenir cruciale. Elle fabrique des canons à faible recul pour des frégates, c'est-à-dire des coques bien plus légères qu'un char. Les 2 sociétés se regroupent au sein d'un consortium baptisé CIO, Società Consortile Iveco Fiat Otto Melara. La répartition des tâches est claire comme un contrat napolitain. Iveco fait tout ce qui bouge sous la tourelle. Otto Melara fait tout ce qui tourne et tire. Et c'est là, au siège d'Otto Melara, qu'un ingénieur du bureau d'études propose une idée qui fait rire ses collègues pendant 1 semaine. Il suggère de monter le canon de 105 mm, le même que celui du Léopard 1, sur une tourelle suffisamment petite pour être posée sur un châssis à 8 roues. Tout le monde répond qu'au premier tir, la machine va se retourner comme une crêpe. L'ingénieur sort ses calculs. Il a passé 6 mois à travailler sur un système de frein de bouche couplé à un amortisseur de recul hydropneumatique. Le canon qu'il propose, la 105 mm Otto Melara en 52 calibres, tire les mêmes obus standards de l'OTAN qu'un char principal, mais avec une impulsion réduite de 30% au niveau de la caisse. Au premier essai de tir sur prototype, la machine ne se retourne pas. Elle recule de 40 cm sur ses suspensions, oscille 2 secondes et reprend sa position. Les ingénieurs se regardent. L'un d'eux dira plus tard, hors micro, que c'était le jour où l'aéronautique italienne a prouvé qu'elle pouvait apprendre la guerre terrestre. En 1987, les premiers prototypes roulent sur le polygone de l'armée à Cecchignola, en banlieue de Rome. L'armée italienne teste, l'armée italienne observe, l'armée italienne hésite encore. Parce qu'il y a un problème politique. Les officiers des blindés, qui ont perdu la bataille interne en 1982, continuent de considérer le projet Centauro comme une trahison doctrinale. Ils répètent à qui veut l'entendre que l'OTAN se prépare à une guerre en Allemagne centrale, contre des armées soviétiques qui alignent 10 000 T-72 et T-80, et que répondre à cette menace avec un engin à roues est une plaisanterie lithographique. Ils ne sont pas seuls. Des attachés militaires allemands invités à assister à une démonstration haussent les sourcils et ne commentent pas. Un officier français, présent à titre informel en 1988, dit en privé à un collègue italien qu'il trouve cela intéressant mais qu'il ne voit pas l'emploi tactique. Alors, l'état-major italien prend une décision étonnante pour une bureaucratie militaire. Il décide de commander la machine avant même d'avoir tranché le débat doctrinal. En 1989, la commande officielle tombe. 400 exemplaires du B1 Centauro. Le montant total du contrat, étalé sur 15 ans, atteint environ 1500 milliards de lire. Les premières livraisons sont prévues pour 1992. L'officier des finances, qui avait posé la question magique 7 ans plus tôt, est déjà à la retraite. Il ne verra pas ce qu'il a déclenché. Car personne,
absolument personne dans cette salle de 1982 n'imaginait le scénario qui allait se dérouler. Personne ne pensait que le monde pour lequel on concevait le Centauro, ce monde où la menace principale restait une division blindée soviétique traversant le col du Brenner, allait cesser d'exister en novembre 1989 avec la chute d'un mur à Berlin. Personne ne pensait que les soviétiques se dissoudraient 2 ans plus tard. Personne ne pensait que les premiers Centauro, tout juste sortis d'usine, seraient envoyés non pas dans les Alpes ni sur la plaine du Pô, mais dans une ville africaine où personne, jamais, n'avait prévu d'envoyer des troupes italiennes. Personne ne pensait, non plus, qu'un équipage italien se retrouverait pris sous un feu de mortier à moins de 100 mètres d'une ancienne usine de pâtes Barilla. Comment cette machine, née pour une guerre qui n'a jamais eu lieu, a-t-elle trouvé la sienne dans la chaleur poussiéreuse de Mogadiscio ? 8h45 du matin, 2 juillet 1993, quartier de Aliwa, au nord de Mogadiscio. Le soleil cogne déjà à 38 degrés. 500 soldats italiens descendent de leur camion VM-90. 2 colonnes blindées se déploient aux extrémités d'un rectangle de terrain vague de 2800 mètres carrés, coupé en 2 par un carrefour poussiéreux entre 2 checkpoints. L'un s'appelle Ferro, l'autre Pasta. Pasta parce qu'une vieille usine abandonnée de la marque Barilla se dresse à 50 mètres du carrefour, ses cheminées rouillées dominant le quartier. Au pied de l'usine, des sacs de semoule pourrissent depuis 3 ans. L'opération s'appelle Kangouro 11. Elle doit durer 2 heures, pas plus. L'objectif est une fouille d'armes à grande échelle, dans un secteur contrôlé alternativement par les milices du général Mohamed Farah Aidid et par celle de son rival Ali Mahdi Mouhammad. Les Italiens, depuis septembre 92, ont mené ce genre de mission plusieurs fois par semaine. Routine. Mais cette fois, l'armée italienne accepte d'être accompagnée par 100 policiers somaliens envoyés par l'administration locale. Personne dans le commandement italien n'a pris le temps de vérifier à qui ces 100 hommes obéissent réellement. Ils obéissent à Ali Mahdi. Ils arrivent armés en patrouille dans le fief d'Aidid. Et pour les habitants du quartier, ce que voient leurs yeux est très simple. Les hommes de l'ennemi sont entrés chez nous, accompagnés d'étrangers armés. L'attaque a commencé. Un garçon de 14 ans grimpe sur un toit et tire un coup de feu en l'air avec un fusil Kalachnikov. 3 minutes plus tard, les premiers combattants d'Aidid sortent des maisons avec des lance-roquettes RPG-7. 3 minutes plus tard encore, les mortiers de 82 mm installés sur le toit de l'usine Barilla crachent leur première salve vers le carrefour. Les Italiens se retrouvent au milieu d'un rectangle découvert, entourés sur les 4 côtés par des tireurs embusqués dans des bâtiments en briques. C'est une configuration que l'école de guerre italienne enseigne comme absolument à éviter depuis El Alamein. La colonne Alpha, la plus proche du piège, se compose de véhicules de transport de troupes VCC-1, d'automitrailleuses Fiat à 6 roues et de 2 Centauro en soutien. À 1 kilomètre de là, la colonne Bravo, rentrant à sa base de balade, se compose de chars M60 et de 8 Centauro supplémentaires. La radio crache l'appel de détresse à 8h56. Bravo fait demi-tour et commence à remonter les 20 km à pleine vitesse. C'est à cet instant que se produit le premier des 2 paradoxes qui vont définir la journée. Les Italiens possèdent à Mogadiscio ce matin-là l'arsenal d'une division blindée complète. Ils ont des canons de 105 mm sur leur Centauro. Ils ont des canons de 105 également sur leur M60. Ils ont des canons de 20 mm sur leur Fiat. Ils ont, dans leur caisse, des obus à charge creuse capables de pulvériser une voiture à 800 mètres. Et ils n'ont pas le droit de s'en servir. Les règles d'engagement des Nations Unies, signées par le gouvernement italien 2 ans plus tôt, exigent une réponse proportionnée. Un lance-roquette se répond par une mitrailleuse, pas par un canon de char. Un mortier se répond par une mitrailleuse, pas par un obus de 105. Au-dessus d'eux, sur leurs antennes radio, les équipages de Centauro ont accroché des petits drapeaux noirs avec une tête de mort. Un détail qui n'apparaît dans aucun règlement militaire, que personne n'a autorisé, mais que tout le monde ferme les yeux pour ne pas voir. Alors les Italiens se battent comme on se battait en 1943. Ils tirent à la mitrailleuse 50. Ils tirent au fusil mitrailleur MG42, un modèle allemand conçu en 1942, toujours en service dans l'armée italienne 51 ans plus tard.
Il lance des grenades à main. À un moment donné, un VCC-1 est touché par un RPG-7. Le véhicule s'immobilise. À l'intérieur, le parachutiste Pasquale Baccaro meurt instantanément. Ses camarades, couverts par les tirs du Centauro voisin, extraient le corps sous le feu et se replient à pied vers un mur bas. Entre eux et l'usine Barilla, il y a maintenant 150 mètres de terrain vague découvert, battu par les mortiers. Pendant ce temps, la colonne Bravo remonte l'avenue 21 octobre à 60 km/h. Le sergent-chef Stefano Paolicchi, 37 ans, ancien carabinier reconverti dans l'infanterie mécanisée, est debout dans la tourelle ouverte d'un véhicule d'escorte. Il observe les toits. Il sait que les snipers d'Aidid occupent certains immeubles. Il voit son propre homme abattu à 5 mètres de lui par une balle qui vient d'en haut. Il réplique. 30 secondes plus tard, une deuxième balle lui traverse la gorge. Il s'effondre dans la tourelle. Stefano Paolicchi vient de devenir le premier soldat italien tué au combat depuis la libération de Milan en avril 1945. 48 ans, 2 mois et 11 jours de paix militaire, terminés par un tireur invisible sur un toit somalien. Bravo arrive à Pasta à 10h40. 8 Centauro de plus se positionnent autour du carrefour. Et alors se produit le second paradoxe. À aucun moment, entre 10h40 et 13h, les commandants italiens n'autorisent le tir de canon de 105. Les règles tiennent. Les Centauro, ces machines conçues 10 ans plus tôt à la Spezia pour tirer des obus sur des T-72 soviétiques dans les Alpes, passent 5 heures à Mogadiscio sans faire parler leur pièce principale. Ils servent de remparts roulants, de postes d'observation surélevés, de couverture mobile pour l'infanterie. Leur blindage encaisse les RPG. Leur pack de réactives Romor A, développé 1 an plus tôt en coopération avec Royal Ordnance britannique et bourré d'explosifs Demex 200, neutralise les charges creuses. Pas un seul équipage de Centauro ne sera blessé à l'intérieur de sa machine. À 13h pile, un char M60 reçoit enfin l'autorisation de tirer un obus de 105 mm sur l'usine Barilla. Un seul. L'obus perfore 3 murs et fait taire le nid de mortier. La résistance s'effondre. Les Italiens se replient. Bilan italien, 3 morts, 36 blessés. Bilan somalien, une centaine de combattants tués selon les estimations de l'ONU, 2 à 300 civils selon les estimations somaliennes, chiffre que personne ne vérifiera jamais. Les Italiens rentrent à leur base avec tous leurs Centauro. Aucun n'a été détruit. Aucun n'a même été sérieusement endommagé. Une colonne roule normalement. Les autres, avec des trous dans les plaques de réactives, avec des pneus en drapeau grâce aux roues de secours, avec des impacts de balles sur la tourelle. Mais elles roulent. Le lendemain, les journaux italiens parlent d'une tragédie. Le deuxième jour, ils parlent d'un exploit. Le troisième jour, dans un bureau du ministère de la Défense à Rome, un officier des blindés, celui-là même qui avait lâché son stylo en 1982, écrit une note à son successeur. Il reconnaît s'être trompé. Il signe, il envoie. Et à Washington, où personne n'a encore entendu parler du checkpoint Pasta, 3 officiers du Pentagone ouvrent par hasard un rapport d'un attaché militaire italien. Ils le referment, ils le rouvrent, puis ils passent un appel à un bureau de l'armée à Arlington. Combien de temps avant qu'un tel engin puisse exister dans l'inventaire américain ? Décembre 1995, col de Cuprès, haut plateau de Bosnie-Herzégovine. Un Centauro du régiment Savoia Cavalleria avance sur une route verglacée à 2000 mètres d'altitude. Devant lui, la neige est si profonde que les chenilles d'un Léopard 1 allemand bloqué 100 mètres plus haut ont tourné à vide pendant 2 heures avant que son équipage renonce. L'Italien passe à côté sans ralentir. Ses 8 roues mordent la glace, son différentiel autobloquant répartit le couple et il atteint le sommet en 12 minutes. Dans la tourelle allemande immobilisée, un capitaine de la Bundeswehr regarde disparaître la silhouette italienne. Il rédigera le soir même un rapport à Koblenz qui contient une phrase simple. « Les Italiens ont raison ». Ce moment, répété des dizaines de fois en 4 ans de mission IFOR puis SFOR, va transformer la réputation du Centauro en Europe. Parce qu'en Bosnie,
les routes n'ont rien à voir avec les plaines allemandes où l'OTAN imaginait sa grande bataille. Ce sont des pistes de montagne serpentant au-dessus de ravins, des ponts construits sous l'Empire austro-hongrois en 1891, des villages accrochés à des pentes à 30 degrés. Un Abrams américain de 60 tonnes ne passe nulle part sans ingénieur de génie. Un Centauro de 24 tonnes passe partout. Les patrouilles italiennes, espagnoles plus tard, vont faire de cette machine la bête de somme des missions de paix européennes. En 3 ans de déploiement S4, les Centauro italiens parcourent en moyenne 14 000 km par machine, un chiffre que même leurs ingénieurs à la Spezia avaient jugé irréaliste au stade du cahier des charges. Pendant ce temps, à Madrid, quelqu'un regarde. Le ministère de la Défense espagnol, sous gouvernement Aznar, a un problème structurel. L'Ejército de Tierra vieillit. Ces AMX-30 français, livrés dans les années 70, sont devenus des antiquités dangereuses à entretenir. Ces M47 et M48 américains sont bons pour la ferraille. Madrid veut un engin de reconnaissance offensive qui puisse rouler de Cadix à Bilbao sans écraser la moitié des ponts espagnols. Un officier de liaison de l'armée de terre espagnole, détaché en Bosnie pour observer les opérations italiennes, rentre à Madrid avec un rapport de 120 pages et une recommandation claire. Il faut acheter italien. Juillet 1999, signature du premier contrat. 22 Centauro, livrés entre septembre 2000 et novembre 2001. Prix unitaire, environ 5 millions d'euros. 3 ans plus tard, Madrid signe à nouveau. 62 exemplaires de plus, dont une partie assemblée en Espagne sous licence Otto Melara, avec un viseur thermique de 2e génération Galileo. Le total atteint 84 machines. L'armée espagnole les baptise VRCC, Vehículo de Reconocimiento y Combate de Caballería. Un nom pompeux pour dire la même chose qu'à Rome. Un char à roues pour un pays qui a renoncé aux chars lourds. Les Espagnols les confient à un régiment unique, basé à Valence, le 8e de cavalerie légère, baptisé Lusitania. Ces engins espagnols, produits italiens, porteront plus tard les couleurs d'un régiment portant un nom latin. L'histoire prend une tournure ironique en 2003. Washington a envahi l'Irak au printemps. Madrid, sous Aznar, a rejoint la coalition. Et en juillet, 6 Centauro espagnols flambant neufs débarquent à Bassora pour protéger le contingent ibérique. Les Italiens, qui de leur côté ont envoyé leur propre Centauro dans le cadre de l'opération Antica Babylonia, se retrouvent donc à Bagdad aux côtés des Espagnols, équipés de machines italiennes, sous commandement américain dans une guerre voulue par Washington, qui ne possède aucun engin équivalent dans son inventaire. Le Pentagone le sait. Le Pentagone est en train de construire le sien, le Stryker Mobile Gun System, dont les premiers exemplaires viennent de sortir de l'usine General Dynamics à London, Ontario, cette année-là. Et ce Stryker va vivre l'expérience irakienne d'une manière que personne à Washington n'avait prévue. Le M1128 Mobile Gun System entre en production à faible cadence en 2005. Son canon de 105 mm est chargé par un automatisme. Sa caisse dérive du LAV-3 canadien, lui-même issu du Piranha suisse. Sur le papier, tout correspond aux exigences. Dans le désert irakien, à partir de 2006, tout déraille. L'automatisme de chargement, censé remplacer un chargeur humain, casse régulièrement à cause de la poussière. Un bourrage en plein combat ne peut être résolu que par l'équipage qui descend du véhicule, ouvre une trappe extérieure et dégage manuellement la munition coincée sous les tirs ennemis. Le véhicule, trop haut et mal équilibré, se renverse sur les routes de terre battue quand le canon pivote à pleine vitesse. Il n'a pas de climatisation, détail improbable pour un engin destiné au Moyen-Orient. Les équipages reçoivent en dotation des gilets réfrigérants remplis d'eau froide. Les ordinateurs de tir, eux, surchauffent quand même. Sur 142 exemplaires produits en tout, 3 seront perdus au combat en Irak entre 2006 et 2016. Les autres cumulent des taux de disponibilité opérationnelle tellement bas que l'armée américaine réduit des dotations de 9 engins par bataillon à 3, puis à 0. Pendant ce temps, les Centauro italiens et espagnols tournent en Irak, avec des taux de disponibilité autour de 85%, leur chargeur humain pouvant vider une gamelle de munitions, même ensevelie de sable. L'ironie monte d'un cran quand l'armée américaine, en 2014,
lance un nouveau programme baptisé Mobile Protected Firepower, qui vise à remplacer le Stryker MGS défaillant. Le cahier des charges décrit quasiment mot pour mot ce que fait un Centauro depuis 25 ans. L'Italie continue d'exporter. Août 2008, la garde royale d'Oman signe pour 9 machines d'une variante supérieure, équipée cette fois d'un canon de 120 mm de 45 calibres, un engin capable d'abattre un char principal à 3 km. Le sultan paie comptant. Le contrat passe inaperçu dans la presse européenne. En 2014, une autre transaction, plus discrète encore. L'armée italienne, voulant se moderniser avec le Centauro II, vend à la Jordanie 141 de ses anciens B1 Centauro à prix d'amis. Amman les redistribue sur ses frontières nord et est. Ces machines jordaniennes surveillent aujourd'hui, en 2026, la frontière syrienne et irakienne. Un blindé conçu dans un bureau romain pour la plaine du Pô patrouille désormais le désert de Jordanie à 4000 km de son usine. Mai 2021, le Pentagone annonce officiellement que tous les M1128 Mobile Gun System seront retirés du service à la fin de 2022. Le communiqué de presse est concis. Il évoque un coût de maintenance excessif, une absence de coque en W protégeant des mines et une réorientation de l'armée vers des conflits de haute intensité. Ce que le communiqué ne dit pas, c'est que la nation qui a envoyé des hommes sur la Lune vient d'échouer pendant 20 ans à reproduire un engin italien. Le Stryker MGS retiré, les brigades américaines concernées se retrouvent sans appui feu direct à roue, exactement dans la situation où se trouvait l'armée italienne en 1982, avant que son général de cavalerie ne pose cette fameuse carte sur la table. Et pendant que Washington referme son programme, à Moscou, quelqu'un commande un nouveau dossier technique. Le Kremlin s'intéresse depuis un moment à un engin italien à 8 roues qui semble poser problème à toute la famille OTAN. L'armée russe demande un accès. Étonnamment, elle l'obtient. Automne 2012, polygone militaire de Koubinka, à 64 km à l'ouest de Moscou. Un officier du GABTU, la direction principale des blindés de l'armée russe, observe depuis un mirador en bois un engin italien tiré à 1000 mètres sur une cible fixe. Le Centauro qu'il regarde n'est pas un exemplaire d'exposition. C'est un B1 de série, acheminé légalement par Otto Melara dans le cadre d'un accord commercial qui ne fait l'objet d'aucune annonce publique. Autour de la machine, 3 configurations sont testées tour à tour. Le canon italien d'origine de 105 mm, une tourelle adaptée recevant un canon russe de 125 mm de conception soviétique, et une 3e tourelle équipée d'un canon OTAN de 120 mm, version Hitfact italienne. L'officier prend des notes. Dans son dos, un ingénieur de l'entreprise d'État Uralvagonzavod attend les résultats. L'armée russe envisage sérieusement en 2012 de se doter d'un chasseur de chars à roues pour ses brigades de réaction rapide du district militaire central. La logique est simple. Les Américains ont raté leur Stryker MGS, les Français commencent à peine à concevoir leur Jaguar, les Allemands n'ont rien d'équivalent, mais les Italiens possèdent une machine éprouvée depuis 20 ans. Moscou achète ou copie, peu importe, l'essentiel est de comprendre. Et pour comprendre, il faut toucher, démonter, tirer, mesurer. Le Centauro passe à Koubinka un trimestre entier. Les données quittent Koubinka sous forme de rapport technique à circulation limitée. Il n'existe aucune photo officielle de cette évaluation. Les seules images, apparues plus tard sur des forums spécialisés russes, montrent la machine italienne avec des plaques d'immatriculation de polygones cyrilliques. Puis vient février 2014. Les petits hommes verts prennent la Crimée. Tout programme d'échange militaire entre l'Europe et la Russie gèle instantanément. Le projet russe de chasseur de chars à roues est abandonné. Otto Melara récupère son exemplaire, distraitement. L'Italie maintient les sanctions officiellement, mais ne demande jamais de compte sur ce qui a été mesuré à Koubinka. Les rapports russes restent dans les tiroirs de Moscou. Pendant ce temps, les B1 Centauro italiens continuent leur existence tranquille, en exercice dans les Pouilles, en patrouille au Liban, en réserve à la Spezia. La plupart datent maintenant des années 90. L'armée italienne passe progressivement à la variante Centauro II, plus moderne, avec un canon de 120 mm et un blindage composite. Les vieilles machines du premier modèle sont déclarées excédentaires à partir de 2020. 24 février 2022, 3 heures du matin, heure de Kiev. La Russie lance son invasion à grande échelle de l'Ukraine.
Les mêmes colonnes mécanisées russes qui, pendant les exercices de Zapad, avaient répété des scénarios fondés en partie sur l'évaluation Kubinka, traversent la frontière. Rome observe. Puis Rome décide. L'armée italienne dispose de 141 B-1 Centauro, retirés du service actif mais toujours en état de marche, stockés dans des entrepôts près de Lecce et de Bologne. Un paradoxe s'ouvre dans les bureaux du ministère de la Défense à Rome. Ces machines, Moscou les a étudiées 12 ans plus tôt. Les envoyer à Kiev, c'est prendre le risque que les équipages russes, manuels en main, sachent exactement où tirer pour les percer. C'est aussi envoyer sur le champ de bataille la preuve vivante que l'Italie, pendant des décennies, a produit une machine que même la Russie avait voulu copier. Le gouvernement italien tranche en silence en 2024. Premières photos des Centauro en transit vers l'Ukraine apparaissent en février 2025 sur des comptes de passionnés d'armement sur X. Rome refuse de confirmer pendant des mois. C'est l'Ukraine elle-même qui brise le silence. 9 novembre 2025, la 78e brigade aéroportée d'assaut ukrainienne publie une vidéo officielle. On y voit un B-1 Centauro avec un numéro de série italien d'origine, repeint aux couleurs de l'infanterie aéroportée de Kiev, avançant sur une route défoncée quelque part dans le Donbass oriental. L'équipage est ukrainien. Le canon est italien. Le terrain est celui pour lequel personne, jamais, n'a conçu cette machine. Et pourtant, 36 ans après la première commande passée par l'état-major italien, le Centauro se trouve enfin face à l'adversaire pour lequel il avait été imaginé en 1982. Des T-72 et des T-80 russes. La boucle ne se referme pas sur les Alpes, mais elle se referme. Un parachutiste ukrainien de la 78e, dans une interview donnée le même jour au journaliste Yuri Boutousov, explique que sa machine a été surnommée par l'équipage Tsentaver, traduction ukrainienne directe du nom italien. Il ajoute que c'est un très bon engin. Il ne sait pas, probablement, que cette même machine a été conduite par des mains russes, sur un polygone près de Moscou, 12 ans avant qu'ils s'en servent pour tirer sur des Russes. À 6000 km de là, dans un cimetière militaire d'Aversa, dans le sud de l'Italie, la tombe du sergent-chef Stefano Paolicchi reçoit chaque été une gerbe déposée par ses anciens frères d'armes. La plaque indique une date, juillet 1993. Aucun mot sur la machine qui l'accompagnait ce jour-là. Aucune mention du checkpoint Pasta. Aucune allusion au fait que cette même machine, 3 décennies plus tard, est passée entre les mains de Madrid, de Washington, de Loman, d'Amman, de Moscou et finalement de Kiev. L'histoire du Centauro tient dans un détail têtu. Un bureau romain a vu, en 1982, un futur que personne d'autre n'a vu. Les Américains ont mis 20 ans à essayer de le refaire. Les Russes ont essayé de le copier. Les Français y viennent à peine, avec leur Jaguar, 40 ans plus tard. Ce qui reste sans réponse, c'est une question simple. Si une petite nation méditerranéenne, avec un budget modeste et une réputation militaire fragile, a pu avoir raison avant tous les autres, sur un sujet aussi central que la mobilité blindée, qu'est-ce que la France a manqué au même moment ? Quelle était la décision romaine qui se prenait en 82 dans un bureau parisien et qui a été tranchée dans l'autre sens ? Si cette histoire vous a appris quelque chose que vous ne saviez pas, laissez un pouce bleu sous cette vidéo. Cela aide énormément la chaîne. Dites-moi en commentaire votre réponse à cette question. Pourquoi la France, qui possédait alors le meilleur budget militaire d'Europe occidentale, a-t-elle mis 40 ans à construire un engin que l'Italie livrait dès 1989 ? Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo où nous entrerons dans le bureau d'un ingénieur israélien humilié à Londres en juin 1966, à qui un fonctionnaire britannique vient d'annoncer qu'un contrat de char signé 6 mois plus tôt est annulé sans explication. Ce jour-là, Israël a cessé d'être un client. Il est devenu un producteur.